Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet autre numéro de l'invité de H sur Humanitarian Télévision. En guest ce soir, Cyril Chatelain-Ewolo, journaliste, enseignant et homme de foi. Cyril Chatelain-Ewolo, bonsoir et bienvenue au fauteuil de l'invité de H. Bonsoir André, merci d'avoir choisi ma modeste personne pour cet entretien que j'espère, n'est-ce pas, bénéfique pour moi, pour vous et pour vos millions de téléspectateurs à qui j'adresse un bonsoir également. Merci. Vous êtes pasteur, cela signifie que vous êtes en plein carême, c'est ça? Non, non, je vais peut-être vous décevoir parce que nous, les protestants, nous ne connaissons pas ça. Bref, disons que c'est un dogme, c'est un dogme purement catholique. C'est à eux que revient justement l'observation de ce rite-là, hein, le carême. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le carême. Je peux imaginer, mais je n'ai jamais pratiqué le carême parce que je suis un protestant. Je ne suis pas d'obédience catholique. Alors, on va vous appeler ce soir affectueusement Château, comme vos fans inconditionnels auditeurs vous appellent. Oui. À ce jour, comment vous vous définissez déjà, Cyril Chatelain-Ewolo? Ben, disons que je suis Cyril Chatelain-Ewolo Ongolo. Je suis de père et de mère Eton. Ma mère est du côté d'Obala. Mon père, lui, il était père sans l'âme. Il était du côté de Mona Télé. Donc, vous voyez que je suis Eton 100%. Et je suis également un serviteur de Dieu. Vous avez si bien fait de le mentionner. Je suis journaliste, j'aime à le dire, journaliste de profession. Par vocation également. Je suis en même temps enseignant des sciences de l'information et de la communication. Je suis promoteur d'un centre de formation qu'on appelle le CEFRAMA, le centre de formation rapide au métier d'audiovisuel. Ok, tout au long de cet entretien avec vous, nous allons passer en revue quelques faits d'actualité et par la suite, nous allons braquer nos projecteurs en gros plan sur vos actions socio-professionnelles. Et je vous invite donc à prendre cette courte respiration et on se retrouve juste après. Bon retour dans ce programme. Je rappelle que l'invité de ce soir est le journaliste Cyril Chatelain-Ewolo, chef de chaîne de la radio Dunamis FM, la 98.0. On les appelle la locomotive de la bande FM, ceux qui émettent depuis la cuvette d'un Fandena. Cyril Chatelain-Ewolo, le Cameroun vient d'organiser l'une des plus grandes compétitions africaines de football et Covid-19, le Chan Total Cameroun 2020, qui a été disputé Yaoundé, Douala et même dans la ville de Limbe du 16 janvier au 7 février 2021. Êtes-vous de ceux qui pensent que tout a été parfait et qu'il est judicieux de méditer plus ou moins les louanges du président de la République d'avoir organisé une compétition aussi ahurissante? Bon, disons, quand vous parlez, il aurait peut-être mieux que vous précisiez, il aurait peut-être été mieux que vous précisiez que c'est l'une des grandes compétitions africaines. Parce que quand vous dites grande compétition de football tout court, africain, je ne pense justement. pas que le CHAN soit une grande compétition tout court. C'est certainement l'une des plus grandes compétitions africaines. Oui, alors, pour répondre de manière péremptoire à votre question, je suis effectivement de ceux qui pensent que c'était au-delà du coup de maître, du coup d'essai, mais un grand coup de maître. Parce que il y a de cela très longtemps, c'était à l'époque de l'UDEAC. À l'époque de l'UDEAC, que le Cameroun organisait les championnats, les coupes de l'UDEAC. Et puis, paf, on a passé de très mauvais moments sans plus organiser. Chaque fois même que c'était projeté, bon, il n'y avait pas cette opportunité-là de rassembler, n'est-ce pas? On va aussi comprendre que depuis 1972, que le Cameroun n'a plus organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et Dieu merci, en 2022, le Cameroun aura encore cette grâce-là d'organiser une grande compétition. Vous savez qu'en 2016, quand même, c'était la CAN féminine, il faut le rappeler. Donc, je suis de ceux qui pensent donc que ce fut une belle réussite, une très belle réussite, un coup d'essai qui est devenu un coup de maître, mais sauf que il y a encore des couacs, peut-être que si l'occasion nous permettra. Oui, l'équipe de Lyon A' du Cameroun a été humiliée en bon, disons que sur le plan, par le Maroc. Bon, sur le plan du football, cela ne mérite même pas mon commentaire, puisque n'ayant pas de championnat, le championnat se joue dans les tribunaux.
le TAS a dit, la FIFA a dit, la FECAFOOT a dit, la Ligue professionnelle de football a dit. Finalement, c'est là où se joue notre football aussi. Et qu'est-ce qu'on recherche justement à l'intérieur? Non, en fait, il s'agit des égos. Les gens veulent juste tout simplement prévaloir leurs égos au détriment justement des simples footballeurs, des petits footballeurs qui ne cherchent qu'à offrir le beau spectacle, à jouer au football, c'est-à-dire à pratiquer ce pourquoi ils ont été créés. Malheureusement, vous avez des hommes politiques, des professeurs agrégés qui, n'est-ce pas, se taillent la part du lion et estiment que c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, avoir main basse, la main mise sur le football camerounais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à revoir et je suis un peu déçu. Vous allez m'excuser, hein, parce que généralement, moi, je suis un homme difficile, je suis dur dans mon langage parce que je suis de ceux qui pensent qu'il est mieux de dire ce qu'on a à dire. Tout à fait. Je pense également que le président de la République ne joue pas franc jeu dans cette bataille. De quelle manière? Oui, bon, un chef, c'est celui qui, à un moment donné, sait prendre le bâton de commandement. Vous avez rappelé ici ma casquette de pasteur, que je revendique d'ailleurs. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ arrive dans le temple de son Père, un lieu qui est dédié à l'adoration, à la louange de leur Seigneur, mais malheureusement, il se trouve que les gens sont en train de pratiquer, n'est-ce pas, le commerce, parfois même un commerce illicite. Souvenez-vous qu'on vendait un peu de tout, on vendait la drogue, on vendait le chanvre indien, on vendait le tramadol, le tramol, c'était ça. Alors Jésus a pris le bâton. Jésus qui était le maître, l'homme de paix, l'homme de douceur, il a pris le bâton et il les a chassés du temple. Mais le président de la République, au cours de son allocution à la jeunesse le 10 février 2020, il a mentionné... Non, au-delà des discours, je vois où vous voulez en venir. Ça, c'est les discours, c'est la rhétorique. À un moment donné, on transcende les discours. Il faut aller sur le terrain. Il faut toucher du doigt. Figurez-vous que le stade de Lembe est à 100 francs. À 100 francs du palais des Toudi. Mais le président de la République n'y a jamais mis ses pieds. Figurez-vous qu'en 2018, lorsque la Russie organisait la Coupe du monde de football, le président russe Vladimir Poutine se rendait au stade tous les 2 jours pour voir l'avancement des travaux. Et vous savez, quand le chef descend sur le terrain, c'est un facteur de motivation. C'est-à-dire que quand le chef lui-même descend sur le terrain, mais figurez-vous que même ceux qui n'avaient pas la volonté de travailler, sachant que le chef peut arriver à tout moment, je vous dis la vérité, ils vont se mettre au travail. Malheureusement, au Cameroun, bon, vous avez constaté qu'il n'était même pas ni à l'ouverture, ni à la fermeture du champ que lui-même a organisé. On se pose quand même un certain nombre de questions. Mais on peut aussi croire, on peut aussi imaginer que le président a d'abord envoyé le Premier ministre Joseph John Goté. Non, à un moment, on a besoin du patron. Et figurez-vous que lors du match d'ouverture, le patron du football mondial était au stade. Gianni Infantino. Tout à fait. Il était au stade. Malheureusement, le patron du football camerounais n'y était pas. À un moment, on se pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce qu'il est encore en mesure de diriger le Cameroun? On va comprendre que ce que vit le TAS ou la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun, c'est un problème qui vient du haut. Vous voulez dire cela? Oui, effectivement, parce que je pense que le président de la République est le seul à pouvoir rétablir la paix dans ce secteur déjà trop tumultueux depuis 2013. Figurez-vous, vous rappelez quand même que lors de la dernière intervention dans les médias du président du comité exécutif, j'ai nommé le sénateur Albin Bida, il a dit qu'il ne cédera devant rien, aucune pression, sauf si les ordres viennent du premier Camerounais, du premier des Camerounais. Donc vous comprenez que c'est le président Biya qui tient les leviers du pouvoir du football camerounais. On espère également que ces revendications-là vont passer comme une lettre à la poste au président de la République du Cameroun. On le souhaite pour que le football retrouve sa sérénité d'antan, pour qu'on retrouve cette multitude qu'on retrouvait entre canon tonnerre. Vous voyez, on parlait de 45 000 spectateurs, Union de Douala, Diamant de Yaoundé, c'était 50 000 spectateurs. Qu'on retrouve cette belle époque-là. Mais au-delà de cette bataille entre la Ligue et la FECAFOOT, les pauvres Camerounais, les pauvres footballeurs camerounais, est-ce qu'ils n'ont pas maudit dans ce duel-là? Non, à ce moment, je ne pense pas. D'ailleurs, vous n'avez qu'à ouvrir votre téléphone, vous ouvrez votre page Facebook, vous entrez dans Facebook, vous allez vous rendre compte que malgré tout ce que les Camerounais apportent comme contribution via les réseaux sociaux, rien n'est mis en application, malheureusement. Donc, les Camerounais que nous sommes, les spectateurs ou téléspectateurs que nous sommes, n'avons pas à voir au chapitre en matière de football. Mais peut-être les entraîneurs ou les joueurs eux-mêmes, ils peuvent peut-être se réunir pour dire que nous, on... À un moment, ce n'est plus à leur niveau.
C'est plus à leur niveau. C'est les hommes politiques qui gèrent le football aujourd'hui. Ça, vous le savez, c'est les hommes politiques. Les pauvres footballeurs camerounais, qu'ont-ils fait pour mériter? Malheureusement, on ne sait pas trop. Et nous sommes privés de la gaieté. Et le Covid est encore venu empirer les choses. Bon, malheureusement. Moi, j'ai beaucoup de peine à aborder ce genre de sujet. C'est avec beaucoup de peine, je risque de verser dans l'injure et la diffamation. Vous êtes libre, Cyril Châtelain. Malheureusement. Également, au cours de cette compétition, on a vu de plusieurs couleurs dans cette compétition, avec le cas de la césure électrique. Au cours d'un match au stade de la réunification de Bipanda, on a vu des journalistes détourner temporairement le matériel public et d'autres qui ont animé la toile par des clashs pour la quête du leadership. Au vu de cela, quelle image on va retenir du Cameroun si vous dites bien que le CHAN a été réussi au Cameroun? André Bella, j'ai envie de rire. Permettez que je sourisse quand même. C'est normal, c'est tout à fait normal. Quand vous posez ce genre de questions, vous connaissez très bien votre Cameroun, votre pays, le Cameroun. Vous parlez, n'est-ce pas, de la coupure intempestive de l'énergie électrique du côté de Limbe. Qu'est-ce qui vous surprend au Cameroun? Est-ce que vous savez que ce matin, même encore, du côté de Texaco Omnisport, on a passé plus de 3 heures sans énergie électrique? Et cela peut être dû à quoi exactement? Est-ce que vous vous rendez compte, au Cameroun, le Cameroun dispose de 7 barrages hydroélectriques. C'est vrai qu'on a procédé aux poses des premières pierres. La suite, on ne vous le dit jamais. Est-ce que vous savez que, Menvelé et consorts, est-ce que vous savez que le Cameroun distribue son énergie électrique aux pays voisins, aux pays de la sous-région? Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que ce même Cameroun-là, qui distribue l'énergie aux pays de la sous-région, n'a pas lui-même le potentiel énergique adéquat? Est-ce que cela a un sens? On a annoncé le ministre Gaston Elunoué-Souma, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie, dans une émission télévisée à la chaîne de télévision publique. Ce sera dimanche prochain. On va un peu écouter ce que lui, il va nous dire. Les Camerounais n'ont pas d'eau, les Camerounais n'ont pas d'électricité, les Camerounais n'ont pas d'hôpitaux. Bref, les Camerounais vivent un malaise indescriptible. À un moment, parler même devient difficile. Parce que vous aurez beau parler, comme nous sommes sur cette antenne pour en parler, mais malheureusement, le lendemain, les gens en font pire que ce que vous avez dénoncé la veille. Si le CHAN était à rejouer, on espère que le ministre de l'eau et de l'énergie, on espère que ces belles paroles passeront aussi de son côté. Et si le CHAN était à rejouer, d'ailleurs, la CAN Total Cameroun 2021, qui est prévue en 2022, c'est bientôt. On ne doit pas craindre de revivre des scénarios, des journalistes qui détournent temporairement. Bon, dire que les journalistes détournent, moi je suis formateur dans un centre de formation. J'enseigne à mes journalistes que, vous savez, dans comment on va appeler ça, la convention de Munich. Moi, j'aime à le dire, c'est un peu la Bible du journaliste. Tout a été dit dans la convention de Munich. C'était en novembre 1971. Et j'aime à le dire, un journaliste ne vole pas. Exactement. Bon, je reste convaincu que ce n'est pas un journaliste qui a commis cet acte de vol. C'est ce qui a été révélé par la suite. Oui, ça, c'est ce que les réseaux sociaux nous ont fait savoir. Mais un journaliste qui a été formé à bonne école ne vole pas, pour dire la vérité. Un journaliste n'a pas besoin... Il y a l'éthique et la déontologie du métier. Voilà, parce qu'il y a l'éthique. Et vous faites bien de le rappeler. Un journaliste n'a même pas le droit de voler. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec un micro qu'il vole? Puisque demain, il sera appelé à utiliser ce micro qui sera reconnu par un de ses confrères. Mais aurait-il eu besoin de voler ce micro? J'ai appris il y a quelques jours qu'un caméraman d'une chaîne de télévision, que je ne veux pas nommer ici, concurrente à la vôtre, aurait volé une caméra qu'il aurait remis à sa petite amie et que cette petite amie se retrouve dans une autre chaîne de télévision. Et on a retrouvé cette caméra entre les mains de cette petite amie dans un reportage à Kribi. Et on nous fait savoir que le journaliste en question a été, n'est-ce pas, mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Konegi. Et vous savez que je suis également le président du syndicat des journalistes. Oui, le président du syndicat des journalistes et auxiliaire du Cameroun pour la région du Centre. Alors j'ai été interpellé par plusieurs confrères qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on fait du cas de ce jeune homme. Alors, je pose la question. Premièrement, il n'est pas membre du CIJAC. Deuxièmement, nous sommes là pour les délits de presse. Lorsqu'un journaliste a commis, par exemple, un article et que quelqu'un se sente interpellé ou diffamé, c'est dans ce cas que le CIJAC peut réagir.
Tout à fait. Pour, n'est-ce pas, défendre sa cause. Mais si vous êtes, je veux dire, si vous êtes accusé d'un acte de vol, vous avez volé une caméra. Et là, surtout, vous n'êtes plus journaliste, vous êtes un voleur à ce moment-là. Et surtout, de quelle manière est-ce qu'il dit qu'il a été agressé? Et de quelle manière? Parce qu'on dit que, bon, j'ai été agressé. Il avait le sac. Mais curieusement, on retrouve cette même caméra entre les mains de sa copine qui travaille dans un autre média. Ça ne passe pas assez de temps pour retrouver la caméra. Voilà, justement, vous voyez que, et un journaliste, pour revenir à votre question, honnêtement, un journaliste ne vole pas. Je doute fort que ce soit un journaliste, ou un vrai, parce qu'il y a des usurpateurs. Comment puis-je les reconnaître ici? Un journaliste, c'est celui qui a reçu une bonne formation. Et dans cette formation, comme vous, parce que je reconnais ici, ça c'est le lieu de le dire, vous avez reçu une très bonne formation. D'ailleurs, nous avons les échos de ce que vous faites, un travail remarquable dans cette chaîne de télévision. Je ne suis pas sûr que vous, Bella André, vous puissiez commettre des actes de vol dans cette chaîne de télévision. Cela ne va pas vous grandir, cela ne va même pas grandir la formation solide que vous avez reçue en matière de journalisme et de communication sociale. C'est l'univers médiatique camerounais qui en subit le coup. Tout à fait, malheureusement. Et puis on va traiter les journalistes de voleurs. Nous ne nous reconnaissons pas dans le vol des matériels de la radio ou de la télévision. C'est noté, Cyril Châtelet-Olo. Nous avons célébré la 55e édition de la fête de la jeunesse le 11 février de cette année, mais sans toutefois assister à la traditionnelle parade du défilé, un fait qui est plutôt nouveau dans l'histoire de la fête de la jeunesse du Cameroun. Mais avant d'alimenter cela, je vous invite à suivre ce reportage réalisé de manière sous forme d'une chronique signée Bernard Rodrigue-Bilon, et on se retrouve juste après. Dans un communiqué signé le 5 février 2021, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, Mounouna Fotso, annonçait l'annulation des festivités du 11 février 2021 sur l'ensemble du territoire national pour cause de Covid-19. Placé sous le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 », les activités liées à la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse se voyaient ainsi prendre un grand coup à cause de la pandémie du siècle qui sévit actuellement dans le pays et dont on observe une remontée du nombre de contaminations. La mesure prise par le gouvernement, que dire, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique sur instruction de la haute hiérarchie, avait donc le mérite de limiter, voire d'empêcher la propagation du coronavirus et de préserver ainsi la santé des populations, notamment les jeunes. Une jeunesse si chère au président Paul Biya, une jeunesse sur qui repose l'avenir du pays. On pouvait donc applaudir des deux mains et saluer cette décision. On dira même que si les festivités de la fête nationale de l'unité le 20 mai 2020 avaient été annulées pour les mêmes raisons, pourquoi pas celles de la fête de la jeunesse? La santé n'a pas de prix, pourrait-on ajouter. Seulement, depuis quelques semaines déjà, l'on annonce à grand renfort de publicité la venue en terre camerounaise d'une icône de la musique africaine et mondiale, le Congolais Fally Ipupa, pour un concert géant en vue de célébrer avec la jeunesse camerounaise. Il est annoncé à Douala le 10 février et à Yaoundé dès le 13 février 2021. Un joli cadeau pour la jeunesse, pourrait-on dire, mais peut-être aussi un cadeau empoisonné au Covid-19. Quand on sait que lors de ces spectacles géants, le respect des mesures barrières est presque impossible, tellement les mélodies berceuses et envoûtantes de ces chanteurs et danseurs de charme peuvent et facilitent même le contact physique, accompagné des éclats de voix ou des reprises des paroles des différentes chansons. Adieu donc le masque facial. Peut-être seulement que le virus, aux yeux du gouvernement, ne pourra pas se procurer du ticket d'entrée à ces différents concerts. Ou alors, aurait-on sacrifié la parade du défilé du 11 février au concert de musique pour des raisons économiques? Nous n'osons pas y penser. Bonne fête de la jeunesse de Yamo. Merci pour ce reportage de Bernard Rodrigue-Bilon, réalisé quelques jours avant la commémoration de la fête de la jeunesse du Cameroun. Cyril Châtelain-Olo, c'est une première dans l'histoire de la fête de la jeunesse du Cameroun depuis 55 ans. Ceci était réellement dans l'optique de préserver des jeunes contre le Covid-19? Non. Péremptoirement, non. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent alloué pour la célébration de cette 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse avait déjà été partagé depuis. Ah bon? Et là, la presse devra donc s'interroger.
Moi, en tant que journaliste, je vais mener un combat là-dessus. Les milliards qui ont été alloués pour la célébration de cette 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse, à quoi ont-ils servi finalement? Bonne question. Voilà. Donc, nous allons nous y intéresser bientôt. Alors, maintenant, donc, je viens de suivre ce reportage de M. Bilong. Oui. Je suis peiné. Je suis peiné parce que le Cameroun, effectivement, vous posez bel et bien la question, quel paradoxe? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Si vous avez vu ce concert, si vous avez regardé ce concert, il s'est étendu sur pratiquement une semaine. Et tous les jours, il avait concert, plusieurs à Douala, plusieurs à Yaoundé. Et vous ne pouvez pas voir la masse que cet artiste à renommée internationale, ça il faut le reconnaître, a accumulé. N'est-ce pas, du côté de Douala et de Yaoundé. On se pose donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le corona? Dans ce contexte, les jeunes fidèles à la patrie du Cameroun, à ce niveau-là, ils ne vont pas contracter le virus? Voilà, n'y avait-il pas le coronavirus quand cet artiste réunissait ces milliers, ces centaines de milliers de Camerounais qui ne respectaient même pas d'ailleurs les mesures barrières. On a vu les images sur Facebook, j'ai même cru voir quelqu'un qui pleurait. On imagine Fally Ipupa en concert avec des mélodies berceuses et envoûtantes. Et quelle distance sociale, quelle distanciation sociale on peut observer? Il n'y en avait pas, justement. Il n'y en avait pas. Pourquoi avoir annulé le 20 mai? Le 11 février. Est-ce que vous savez que le 11 février, en fait, ça symbolise, n'est-ce pas, effectivement, l'unité de la jeunesse camerounaise. Oui. Les jeunes se retrouvent. Les jeunes commémorent. Les jeunes se disent qu'enfin, voilà une date qui pense à nous. Voilà une date à laquelle on peut se mouvoir. Voilà une date à laquelle on peut faire certaines réalisations. Voilà une date à laquelle les uns et les autres peuvent nous consacrer leur temps. Mais pendant qu'on annule le 11 février, on se retrouve quand même en train de célébrer des concerts ailleurs. Moi, je me pose quand même un certain nombre de questions. C'est vrai qu'on va dire que c'est les privés, mais ce sont ces mêmes jeunes-là également qui se sont retrouvés dans ces concerts. Ça, il ne faut pas se le perdre de vue. Malheureusement, on se pose alors la question, y a-t-il au Cameroun une politique de 2 poids 2 mesures? Pourquoi annuler les défilés où les jeunes peuvent se mouvoir normalement, mais autoriser des concerts? Et pour rejoindre votre confrère, quel paradoxe! C'est un grand paradoxe, puisque c'est une première déjà pour la jeunesse camerounaise de subir un coup, de se séparer de sa parade, du défilé habituel. La traditionnelle, d'ailleurs, on imagine la joie des retrouvailles, des jeunes qui viennent. On rappelle que l'argent dédié à cette fête avait déjà été reparti. Voilà, aux différents acteurs. Le Cameroun souffre, Cyril Châtelain, vous le dites bien, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le Cameroun souffre de la malgouvernance. Le Cameroun souffre du syndrome de comment je vais appeler ça, des clochards. Hein, j'entends par là des vieillards qui sont sur place. Parce que c'est ça un clochard. Un clochard ne peut pas se mouvoir. Il reste sur place là, il tourne en rond, il tourne en rond. Et c'est ce que nous vivons dans notre gouvernement. Si vous n'êtes pas après l'éducation, on vous envoie au ministère de la Justice. Après le ministère de la Justice, on vous envoie à la Défense. Après la Défense, on vous envoie à l'environnement. En fait, c'est ça le phénomène de clochardisation. Et qu'est-ce que la jeunesse camerounaise peut faire pour anéantir cela? La jeunesse camerounaise n'a aucun pouvoir. La jeunesse camerounaise n'a pas voix au chapitre. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'une journée a été organisée, n'est-ce pas, ce 11 février, là, du côté du palais de l'ancien palais présidentiel, tout à fait, actuel musée national. Mais c'est des vieux, c'est des ministres qui ont dépassé pour plusieurs 60 ans, qui sont dans, n'est-ce pas, c'est eux qui prenaient la parole, c'est eux qui disaient des longs discours. Les jeunes ont été mis en exergue de moins en moins lors de cette commémoration de leur fête. C'est des vieux, les ministres, on l'a vu, les Issa Chiroma, on l'a vu le ministre de l'Éducation, le ministre Mais la jeunesse aussi est accusée, Cyril Châtelain, le ministre de la Communication, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui ne sont plus des jeunes au vrai sens du terme. À un moment donné, donner à César ici que la jeunesse part de 7 à 77 ans, ça c'est vous qui le dites. Disait le président de la République. Mais on voit des hommes de 77 ans qui ne peuvent plus marcher. Un jeune, c'est celui qui est vaillant. Un jeune, c'est celui qui est brave. Un jeune, c'est celui qui est vigoureux, qui a encore toutes ses capacités physiques, morales, intellectuelles. C'est ça, un jeune. À partir du moment où vous ne pouvez même plus lever le bras, marcher, réfléchir, prendre les bonnes décisions, comment vous pouvez revendiquer votre jeunesse encore? Mais en revanche, on accuse aussi la jeunesse camerounaise
qu'elle n'est pas active, elle n'est Oui, pas... c'est parce que les vieux, moi je connais, est-ce que vous savez que, permettez-moi de citer les noms, est-ce que vous savez que le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a pour fils un préfet qui se trouve du côté de l'Ouest Cameroun. Il est préfet. Son père est ministre, lui-même est préfet. Mais vous voyez qu'il n'y a pas... Comment j'ai envie d'appeler ça? Je ne sais pas. Il n'y a pas... Il n'y a plus la méritocratie. Non, pas la méritocratie. On ne prépare pas la transition générationnelle. C'est-à-dire, ça se transmet aujourd'hui de père en fils. Ces derniers temps, je suis en train de regarder dans les réseaux sociaux comment on est en train de vanter les prouesses du fils de Samuel Eto'o? Non, du fils de... Encore que lui, il joue, on voit ce qu'il réalise sur le terrain. Le fils du président de la République, Paul Biya. Ah, oui. Je n'ai rien contre lui. C'est un Camerounais à part entière, il est libre. Mais est-ce qu'il est obligé de succéder à son père? Mais s'il bataille, s'il travaille... À un moment, on se pose quand même la question, qu'est-ce que Franck Biya fait actuellement? Lui qui revendique la jeunesse, lui qui se revendique être jeune. Vous pouvez me dire ce que lui, il fait? Ailleurs, on connaît les fonctions des... On sait que Bongo a été ministre de son père. Actuellement, en République... comment on appelle ça? En République équato-guinéenne, le fils du président équato-guinéen est non seulement ministre dans son pays, mais il est vice-président du parti, vice-président de la République. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut prendre... Donc, il a une traçabilité. Oui. Je pose juste une question. Là, c'est une succession je n'ai rien contre Franck Biya. Je n'ai absolument rien contre lui. Mais, bon, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son passif? Quel est son actif? Lui, c'est qui? À part être le fils du président de la République. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelles sont ses réalisations? C'est pas quelqu'un qui peut apporter en plus au Cameroun? Quel est son background? Il a quel niveau humain, intellectuel? On ne sait pas qui il est. Tout ce qu'on sait de Franck Biya, qui est jeune, c'est qu'il est le fils du président de la République. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations. Et de cette notoriété, il peut... Il n'a occupé, il n'a jamais été élu. Cabral Libye au moins a été élu. Lui qui est jeune, pour parler de la jeunesse, il a été élu député. Il y a beaucoup d'autres élus. Mais Franck Biya n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu à un suffrage. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on le brandit comme étant le successeur constitutionnel de son père. Je me pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce que c'est cette jeunesse qu'on pousse, qu'il faut promouvoir, ou alors il faut ça la jeunesse moderne? Ou alors non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou alors il faut promouvoir une jeunesse méritante, comme les nous autres, par exemple. Oui. Nous, on a un passif. On a un actif. Mais malheureusement, nous ne sommes pas les fils. Nous ne sommes pas les fils de ce monde. Nous ne sommes pas les fils de. Malheureusement, c'est aussi ça le Cameroun. Ok, Cyril Châtelain-Ewolo, vous êtes journaliste de formation. De profession, et par vocation. J'aime à le dire. Ok, c'est noté. Vous êtes un pur produit de la prestigieuse école de journalisme du Cameroun, abrégée l'ESTIC, promotion de micro, donc cela fait 18 ans que vous êtes... Vous avez l'information, vous êtes chevalier de la plume et du micro. Comment avez-vous fait pour vous trouver une place sous le soleil, surtout que vous êtes indépendant? Ce serait un peu difficile. Là, vous entrez dans mon domaine de prédilection. Ce serait un peu difficile parce que vous savez que depuis 1997, il faut qu'on le dise aux Camerounais, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Depuis 1997, les STIC n'intègrent pas. Oui. Je dis bien 1997. Oui. Et 1997, c'est l'année à laquelle j'ai obtenu mon baccalauréat. Cela fait 24 ans aujourd'hui? Oui. Waouh, il y a longtemps quand même. Ça fait une génération. Vous savez qu'une génération, c'est 25 ans. Oui, donc ça fait une génération pratiquement que j'ai obtenu mon baccalauréat. Alors après, bon, j'avais sollicité mon stage de perfectionnement, je veux dire, mon stage d'application dans une chaîne de radio qu'on appelle Radio Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle. Oui. Oui, à l'époque, elle était située au niveau de l'hôpital général. L'hôpital général, oui. Donc c'est là où j'ai commencé. C'était exactement le 14 juillet 2003. Jour de fête de l'indépendance de la République de France. Exact. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé mon stage. Et quelques temps après, 3 mois après, mon chef de chaîne, Jean-Anatole Ricam-Sikam, je crois qu'il me regarde. Je lui tire d'ailleurs un coup de chapeau et je lui dis merci de m'avoir, n'est-ce pas, béni de la sorte.
Donc, après le stage d'application, 3 mois, il me propose donc une émission. Donc, une manière de dire que j'ai été retenu. Vous avez saisi l'occasion? Oui, alors je ne pouvais pas. Je savais, je connaissais ma vocation. Écrit de talent, surtout. Oui, alors c'est comme ça que je saisis l'occasion. Il me confie une émission qui passait tous les dimanches entre 19h et 20h30, qu'on appelait le Club des auditeurs. C'est la toute première émission radio que j'ai présentée. Oui. Donc, le Club des auditeurs, c'était quoi? Il était question de recueillir l'avis des auditeurs qui devaient nous dire comment ils ont trouvé la radio tout au long de la semaine, qu'est-ce qu'ils pensent de la radio, comment ils aimeraient voir leur radio. Bon, bref, il fallait parler de la radio et rien que de la radio. Et le lendemain, lundi, j'allais donc transmettre toutes les doléances des auditeurs au chef de chaîne qui pouvaient prendre les décisions conséquentes par rapport aux doléances des auditeurs. C'était donc un peu ça. Voilà comment, chemin faisant, j'ai été recruté dans la maison. J'y ai passé 7 ans de ma vie puisque je suis parti de Radio Bonne Nouvelle le 18 octobre 2010. Donc, j'y ai passé un peu plus de 7 ans avant de me retrouver dans une autre chaîne de radio, avant donc maintenant d'être, on va dire, co-promoteur, co-fondateur de Dunamis FM 98.0. Et vous l'appelez affectueusement la locomotive de la bande FM. La locomotive de la bande. Alors, dans quel état d'esprit vous avez laissé vos auditeurs ce soir? Oh oui, vous savez, c'est une radio qui est très écoutée quand même. Et surtout que là-bas, je présente un programme tous les vendredis. Les vendredis, le Grand Forum, qui est un programme très couru. Je profite de cette occasion. S'il y a des auditeurs du Grand Forum qui m'écoutent, je profite de cette occasion pour leur dire merci pour vos soutiens multiformes. Merci de nous écouter. Merci de nous faire confiance. Malgré la modicité de nos moyens, vous savez que l'environnement médiatique au Cameroun vit une paupérisation qui ne dit pas son nom. Oui. Malheureusement, c'est aussi ça la réalité. On est journaliste aujourd'hui par passion. On n'est pas journaliste parce qu'on veut construire des gros immeubles, parce qu'on a besoin d'argent. Nous allons arriver à cette étape. Professionnel de médias, vous êtes, je rappelle d'ailleurs que vous avez à votre actif des milliers de jeunes formés dans les métiers de l'audiovisuel. Tout à fait. Comment avez-vous géré la formation dans votre centre depuis l'avènement de la pandémie du siècle, le coronavirus? Ah bon, disons que... et sans publicité, s'il vous plaît. Oui, nous respectons les mesures barrières de ce côté-là, telles que édictées par le gouvernement. Cela va même bientôt faire 1 an que le Covid a été, n'est-ce pas, amené au Cameroun diaboliquement. Malheureusement, c'est ça, parce que ça a vous freiné... dites diaboliquement? Oui, ça a freiné. Oui, c'est une maladie qui vient du diable. Ça a freiné les activités, ça a même parfois gâté les mariages, ça a gâté les business des uns et des autres. De quelle manière? Oui, il y en a qui devaient voyager, par exemple. Il y en a qui devaient voyager, ils n'ont pas voyagé. Détruire les mariages parce que l'homme et la femme n'ont plus... Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas eu d'intimité. Parce que quand figurez-vous que vous sortez là et puis votre femme vous dit, bon, je ne sais pas avec qui tu étais. Il faut d'abord vous désinfecter. Distanciation sociale au lit, ça peut prendre le temps que ça prend. Et puis bon, vous essayez un peu d'imaginer tous les déboires que le coronavirus a causé. Donc, nous avons, n'est-ce pas, malheureusement, nous n'avons pas les nouvelles technologies qui nous permettent de dispenser des cours en mode virtuel, en visioconférence. Nous n'avons pas encore ces moyens technologiques, mais dès le 1er juin 2020, nous avons repris les cours tout en respectant les mesures. D'ailleurs, les étudiants eux-mêmes faisaient tout pour éviter d'attraper le corona. Vous savez que c'est une maladie qui n'a pas encore de remède, comme on dit. Il n'a pas encore de remède au Cameroun. Malgré tout ce que les uns et les autres font, rassurez-vous qu'il y en a qui continuent. Avec la résurgence des cas qui est annoncée. Tout à fait. On a même peur d'un nouveau confinement. On ne sait pas si cela sera possible, encore que les Camerounais ne respectent même pas cette histoire de confinement. Et selon vous, s'il vous était demandé de dire devant la caméra, le Covid-19 n'est pas une réalité au Cameroun? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. En fait, c'est une invention du diable pour, n'est-ce pas, s'aimer la zizanie, la pagaille dans le monde entier. Figurez-vous que les Blancs, les Blancs là-bas, avaient prédit un très mauvais sort pour l'Afrique. Malheureusement, ce sont eux qui meurent comme des mouches tous les jours. En Afrique, nous sommes solides, nous sommes couverts par le sang de Jésus. On annonce de moins en moins des morts issus de cette maladie-là au Cameroun, et ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Cyril Châtelain-Ewolo, vos apprenants vous définissent par la passion, la détermination et le professionnalisme. Et on vous a vu réprimander le style adopté par un journal privé de la place. Vous avez réagi sur la toile en disant, je cite,
Et la bêtise continue, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ce courant journalistique s'enseigne dans quelle école? N'y a-t-il pas de conférences de titres dans ce chiffon qui ramène toujours en arrière la presse camerounaise? Exerce-t-on encore du journalisme avec ce genre de une? Même les néophytes en la matière ne peuvent pas pondre, autant pour moi, ce genre d'insanité en guise de une famine. Quand tu nous tiens. Alors là, il s'agit bien du journal Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi qui titrait, je cite également, « Maurice, si la politique t'a dépassé, pardon, laisse. Regarde comment tu as déjà fini. » Fin de citation. D'après vous, la fin serait à l'origine de ce style que vous qualifiez, de ce style qui n'est pas approprié au journalisme. Pensez-vous véritablement que Paul Ngouaré Kindi serait soit celui-là qui souffre véritablement de faim? Je ne le connais pas, j'ai partagé un plateau avec lui du côté de Radio Tiémini-Siang. Tout c'était lors d'une émission Zap Presse, un dimanche matin. Donc, on n'est pas amis. On n'est pas amis, on est certes confrères parce que nous exerçons tous le même métier. Mais sauf que j'avais été abondamment déçu par cette une-là. D'ailleurs, je n'ai pas reçu de contradiction dans ce poste. Vous savez, c'est un peu difficile. Un journaliste, en réalité, ne donne pas son avis. Là, j'aborde ma casquette d'enseignant. Oui. Un journaliste traite objectivement une information. Un journaliste ne donne pas son avis, ne dit pas ce qu'il pense. Il traite de manière objective une information. Un journaliste n'a pas de parti pris. Et cela nous ramène à un cours qu'on voyait à l'ESTIC, la responsabilité sociale du journaliste. Il n'est pas interdit qu'un journaliste soit militant d'un parti politique. Mais cela ne doit pas, d'ailleurs, vous allez influencer vos auditeurs. Si les auditeurs ou téléspectateurs se rendent compte que vous êtes d'un parti ou d'un autre parti. Voilà, regardez le genre de une. Si la politique t'a dépassé, il faut laisser. Est-ce que cela répond aux exigences d'une une? C'est la question qu'on vous pose. Il y a généralement des conférences, au-delà des conférences des rédactions. Il y a des conférences de une. Ce n'est pas le directeur de publication qui décide de la une. Il y a des débats autour des unes dans la presse écrite. Mais comment comment tu l'appelles, Paul Ngouaré qui dit, ça juge les unes de son journal. Et regardez à quoi ressemblent ces unes. En réalité, ce n'est pas du journalisme qu'il fait. On peut comprendre qu'il n'a pas fait ce cours de sociologie, de la communication au niveau de l'ESTIC, par exemple, ou peut-être dans une autre école de formation. Je ne sais pas de quelle école de formation il est issu, mais je sais que c'est un journaliste radio qui, après sa retraite, a mué vers la presse écrite. Bon, je ne sais pas. Et puis, aucun internaute ou alors aucun confrère n'apprécie les unes de Paul Ngouaré Kindi. Ah bon, pourtant, la société nous... Bon, on nous fait savoir que c'est son approche, n'est-ce pas, pour captiver. Oui, il a mentionné cela dans un mais plateau de là à invectiver, je peux comprendre, parce qu'en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'accroche. Oui. Il y a ce qu'on appelle qui permet de captiver. De captiver l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur. Je suis d'accord. Mais de là à invectiver Maurice Kamto, Maurice Kamto, si la politique t'a dépassé, il faut laisser. Et vous avez qualifié directement de chiffon. Non, c'est un chiffon. C'est un chiffon qui ne mérite pas la peine d'être acheté, qui ne mérite pas la peine d'être lu. C'est noté, si vous, enseignant de journalisme, nous comprenons que, selon vous, enseignant de journalisme, ce style n'est pas journalistique. Vous également, vous avez publié toujours dans la toile, je cite, « La poisseuse, je ne vais pas te louper ce vendredi au Grand Forum, attends », fin de citation. On imagine que là, vous vouliez faire le bric du chaos à Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kitcha-Koutes. Mais est-ce qu'on peut comprendre là que c'est ce style de une là où c'est un modèle de titraille pour les journalistes de radio que vous êtes? Non, moi je l'ai interpellé, ce n'était pas une. Moi, je l'ai interpellé et je lui donnais justement rendez-vous pour le Grand Forum. Et votre technique d'approche, ça s'y est? Non, à ce moment-là, on est sur la toile. Oui. Vous voyez un peu. Nous sommes sur la toile. Parfois, sur la toile, on peut voler bas. On peut voler bas. J'aurais été directeur de publication d'un journal que je n'aurais pas pondu ce genre de une. Mais là, il était question, c'était pour moi l'occasion d'inviter également les auditeurs à écouter le Grand Forum. Encore que là-bas, elle n'a pas été diffamée, elle n'a pas été invectivée. Je n'ai même pas fait mention. Mais toujours est-il que c'est aussi une personnalité de la République aussi. C'est quand même une ministre du Cameroun. Oui, effectivement.
Et si jamais elle apprenait, par exemple, ce genre d'informations sur la toile, et comment elle pourrait comprendre cela? Vous savez la différence entre la une de Paul Ngoye-Kinzi et ma une? C'est que je vraiment? ne l'ai même pas citée. Oui. Je n'ai pas cité celle que vous avez Mais l'image citée. parle. L'image en elle parle. Oui, elle parle, mais je ne l'ai pas citée. On définit, on identifie Si clairement. elle se définit comme une poisseuse, alors tant mieux. Si c'est elle la poisseuse, ben tant mieux. Je suis suffisamment intelligent. On ne peut pas, je ne peux même pas être poursuivi pour cette déclaration, On n'a pas pour dit cette que vous sortie-là. serez poursuivi, Parce que je ne l'ai Châtelain. cité nulle part. J'ai pris une image, je pouvais doiter quelqu'un qui se trouvait au coin de l'image. Vous avez joué au malin alors? Oui, tout à fait. Mais alors qu'en réalité, il s'agissait d'elle. Encore que jusqu'ici même, je ne l'ai toujours pas citée. Tout à fait, Cyril Châtelain-Wolo. Vous êtes le président régional du CIJAC, le syndicat des journalistes et auxiliaires du Cameroun pour la région du Centre. Déjà, c'est quoi le CIJAC? Vous pouvez nous parler du CIJAC et quel est l'objectif recherché ici? D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent ce soir, ceux qui nous regardent ce soir, nous avons une réunion demain vendredi à 17h. Nous avons une réunion demain vendredi à 17h du côté des sources. Le CIJAC, c'est quoi? C'est le syndicat des journalistes et auxiliaires du Cameroun du Cameroun. Alors, il se peut donc que moi, j'ai été élu pour un mandat de 2 ans pour représenter le CIJAC dans la région du Centre. La région du Centre compte en tout et pour tout 9 départements. Alors, le CIJAC a pour mission, n'est-ce pas, de défendre les causes ou alors la cause des journalistes qui sont dans le pétrin. Et qui sont même en joie. Ça veut dire quoi? Si vous êtes poursuivi, vous avez peut-être diffamé quelqu'un, vous êtes poursuivi pour un délit de presse. Oui. Pas pour vol, André. Comme ce fut le cas. Pas pour vol. Nous sommes là pour défendre votre cause, en sorte que vous ne vous sentiez pas seul. D'ailleurs, nous avons eu à défendre un certain nombre de causes de cette manière. Lorsque un journaliste a été poursuivi par une autorité, on a porté plainte contre un journaliste, n'est-ce pas, au CNC ou au tribunal, eh bien, le CIJAC, dès qu'on se rend compte effectivement qu'il s'agit ici d'un délit de presse, eh bien, le CIJAC prend fait et cause pour vous. C'est ça notre principale mission. Et il n'y a pas que les journalistes. Oui. Quand on parle ici on parle de journalistes et auxiliaires. Ça veut dire que ici, même les techniciens, les monteurs, les technico-artistiques, les monteurs, les infographes, les graphistes, les perchistes, n'est-ce pas, les chauffeurs, bref, tous ceux qui travaillent dans un média sont interpellés. Nous les convions tous au CIJAC, sait-on jamais. Monsieur Ewolo, le métier de journalisme au Cameroun est truffé de nombreuses difficultés. Concrètement, que fait le CIJAC pour pallier ces difficultés au niveau des journalistes, au niveau des auxiliaires? Voilà pourquoi je vous disais que nous sommes là pour défendre les causes de ceux qui sont concrètement, abusés. Sur le terrain? Oui, sur le terrain. Vous avez par exemple un monsieur qui travaille dans une chaîne de radio, dans une chaîne de télévision, et qui a déjà 6 mois sans salaire. Il revient donc au CIJAC de rencontrer le patron de ce média pour lui rappeler que mais ce monsieur que vous employez a aussi une famille qu'il doit nourrir. Il a des enfants qu'il doit envoyer à l'école. Il a des besoins, n'est-ce pas, auxquels il doit répondre. Donc, au quotidien. Donc, vous avez la responsabilité de, n'est-ce pas, lui payer son argent le moment venu. Peu importe le montant ne nous intéresse pas ici. Mais si vous avez convenu que vous devez lui payer une telle ou telle somme, eh bien, le moment venu, payez-lui cette somme en sorte qu'il puisse également résoudre ses problèmes. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas dit que nous pouvons changer les paradigmes, encore que ce n'est pas nous qui tenons les leviers du pouvoir de la presse au Cameroun. Allez-y au ministère de la Communication. Allez-y du côté Mais vous êtes tout de même aussi un syndicat quand même. Tout à fait, mais est-ce que vous savez que oui, les syndicats en réalité au Cameroun, je dis bien au Cameroun, ne sont pas pris en considération. Ça veut dire que quand vous êtes syndicaliste, vous êtes taxé d'opposant. Ah bon? Oui. Vous êtes taxé d'opposant parce qu'un syndicaliste n'est jamais d'accord avec, par exemple, le gouvernement. Imaginez dans le monde de la presse aujourd'hui, combien de journalistes meurent de famine, de misère. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de grands amours dans un syndicat comme le nôtre. Voilà pourquoi nous interpellons les journalistes. Tout journaliste devrait être membre d'un syndicat. Mais toujours est-il que sur le terrain, on ne vous ressent presque pas. Oui, la vérité c'est que nous avons eu quelques difficultés liées au Covid.
Le Covid a beaucoup freiné nos activités. Voilà pourquoi nous allons démarrer cette activité demain. Et vous allez vous rendre compte que nous ferons généralement des descentes ici, voir dans quelles conditions les journalistes et les technico-artistiques de HTV vivent, voir dans quelles conditions ils travaillent. On espère et cela si ce n'est pas de bonnes conditions, nous allons interpeller votre hiérarchie pour essayer de leur proposer quelques pistes de solutions pour vous mettre en bonnes conditions de travail. Les journalistes, on va le rappeler, sont les chevaliers de la plume et du micro qui sont toujours au service de la vérité. Nous sommes donc à la dernière dorsale de cette interview avec la cymbale radiophonique Cyril Chatelain Ewolo. Château, comme vos fidèles auditeurs vous appellent toujours. Où en êtes-vous avec la politique quand on sait qu'il s'est avéré, je vous laisse le temps de dire si c'est vrai ou c'est faux, que vous aviez été investi par un parti politique pour conquérir la maison des Toudi, ou le palais présidentiel de Yaoundé? Je n'avais pas été investi. J'étais sur le point de créer mon propre parti politique. Ah bon? Oui, mais ce qui m'avait découragé, c'était les 30 millions en question de caution. Malheureusement, je n'avais pas 30 millions. Je pensais que ça devait être 5 millions. Et si c'était 5 millions, vous savez, je suis honnête. Je suis un pasteur et la caractéristique d'un pasteur, principale caractéristique, c'est la vérité. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, je pensais que ça devait être 5 millions, mais malheureusement, on a boosté. À 30 millions. On a boosté la caution des candidatures à 30 millions. Bon, je n'ai pas la veine qu'ont eu d'autres. Déjà, quel était l'objectif du parti? Devenir président. L'objectif du parti. Oui. Un parti n'a qu'un seul objectif. Conquérir le pouvoir et se maintenir au pouvoir. C'est ça l'objectif d'un parti. Donc, si un jour j'accède à la magistrature suprême, je ferai tout pour m'y maintenir. Et ces ambitions, je ne les ai pas mises de côté. Je vais les poursuivre jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Qu'est-ce qui justifie donc ce mythique itinéraire du journaliste à la magistrature suprême en passant par la religion, tout ce chemin-là? Parce que je m'identifie comme les prophètes. Joseph, je m'identifie comme Salomon, je m'identifie comme le roi Saül. Je m'identifie comme Moïse qui allait libérer le peuple de l'esclavage après 400 ans. Je m'identifie comme un leader. Je voudrais être celui-là qui, n'est-ce pas, peut changer les paradigmes de ce pays. Parce que la vérité, c'est que ça ne va pas. Est-ce que vous savez que j'ai passé plus de 30 minutes en venant dans votre studio? Et là, ce ne sont pas des paroles mielleuses que je vous devais êtes, être là un peu plus tôt. Est-ce que vous savez que dans un endroit comme le Carrefour Messassi, c'est le Carrefour Messassi ou bien Carrefour Dispensaire Messassi, il faut obligatoirement un échangeur de ce côté-là. Nous sommes là à Yaoundé premiers. Je ne sais pas ce que font les autorités. Voilà, maintenant, il y a même déjà un président de région. Il faut, et je saisis l'occasion de cette antenne pour interpeller le maire de Yaoundé premier, le président du conseil régional, le député de Yaoundé premier. Il faut un échangeur du côté du dispensaire, Carrefour Dispensaire Messassi. Vous n'êtes pas passé du côté de la Chelle-Éligue-Djoa, par exemple? exemple? Mais il faut même des échangeurs partout. Moi, je n'habite pas non loin de la Chelle-Éligue-Djoa. Je travaille même également de ce côté-là. Mais il a dit que les si je me mets à citer les endroits où il faut des échangeurs ici, on y passera toute la nuit. Mais il a dit que les travaux sont en gestation. Ah, ça, je ne sais pas. Tout est en gestation au Cameroun. Ça, vous le savez. Il n'y a que les poses de première pierre, mais jamais les réalisations de ces travaux. Cyril Chatelain Ewolo, vous, dans votre casquette d'homme politique, que pensez-vous du régime de Yaoundé? C'est un régime moribond. Vous avez un président qui ne sort que le 31 décembre. Vous avez un président qui ne sort que le 10 février. C'est tout. C'est quelle histoire, ça? Le Covid, on attendait même que le président de la République nous dise quelque chose. Il est sorti là. Bref, il n'a rien dit. Il est même sorti sur insistance des Camerounais. À un moment, c'est un régime moribond. Vous avez des ministres qui font 23 ans. Jacques Famdongo a combien d'années dans le gouvernement? Mais à un moment donné, vous-même, vous sentez que vous ne pouvez plus rien apporter. Laurent Issou a combien d'années dans le gouvernement? Et je ne vais pas me mettre... Ils sont tellement nombreux. À un moment donné... Mais il a dit aussi, Cyril Chatelain Ewolo, il a dit aussi que ce sont ceux-là qui œuvrent bien pour le devenir du Cameroun, qui sont toujours là. Qui le dit? Mais ça vient du haut. En donnant des faux ordinateurs, des jouets, comment on appelle ordinateurs aux étudiants. En donnant, figurez-vous, est-ce qu'un étudiant se lève encore et me montre justement cet ordinateur-là? Soyons quand même un peu sérieux. Les gens ont détourné des milliards de francs CFA, ils sont dehors. Moi, le régime de Yaoundé, il est moribond et je pense qu'il faudrait un chamboulement total. Il faut que Paul Biya parte, qu'il démissionne. Aïdjo a démissionné, il avait 22 ans de pouvoir. Lorsque vous observez
le régime en place au Cameroun, vous estimez pouvoir démonter la redoutable machine du RDPC qui a planté ses jalons dans tout l'ensemble du territoire camerounais? Si on était dans un pays sérieux, oui. Si on était dans un pays sérieux, oui. Sarkozy a fait un mandat. Hollande a fait un mandat. Et sur quel échiquier comptez-vous gravir? Non, sur l'échiquier camerounais. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut être obligatoirement de tel. Si vous avez un bon projet politique, comme nous sommes en train de peaufiner le nôtre, vous verrez, ne soyez pas surpris qu'en 2025, nous nous positionnons confortablement. On peut déjà deviner le nom du parti? Le Parti des Amis du Cameroun. Le PAM. Le PAM. Le PAC. Le Parti des Amis du Cameroun. C'est-à-dire les gens qui aiment leur pays. Oui. Qui ne sont pas là pour trahir leur pays. Selon vous, tout passe par l'amour d'abord, la patrie d'abord. Oui, vous ne pouvez pas rester avec votre femme pendant 17 ans comme je le suis aujourd'hui avec la mienne sans l'aimer. C'est faux. On imagine que vous avez célébré les 17 années avec... non, j'avais célébré les 15 ans, j'attends maintenant célébrer les 20 ans. Mais on n'ose pas imaginer que... Bon, les 17 ans, on va juste symboliser quelque chose, ce sera le 23 juillet 2021. Et tout de même, on n'ose pas imaginer que vous avez loupé cette belle mélodie de la star congolaise en concert au Cameroun, avec ces belles mélodies berceuses et envoûtantes, avec des coups de rein magiques, surtout lorsqu'on vous êtes doué en matière de danse. Vous n'étiez pas au concert de Fali ce 14 février. Non, je ne vais pas dans ce genre de concert. Je ne vais pas à ce genre de concert. Malheureusement, je ne vais pas. Fali ne m'impressionne pas. C'est un homme à des mœurs très légères. On connaît un peu qui il est. Bon, il n'est pas un modèle pour la jeunesse. Ah bon? La jeunesse camerounaise Payer ou la 1 jeunesse million de francs congolaise? CFA pour aller voir un homme tourner les reins, je trouve ça, alors qu'avec 1 million de francs CFA, on pouvait construire autant de forages. Ce n'est pas un modèle. Ali n'a jamais été un modèle pour moi et il ne le sera jamais. Revenons sur l'aspect politique dont on évoquait tout à l'heure. Une chose est vraie, c'est que vous pourriez être dans la course au pouvoir, mais est-ce que vous avez pensé aux autres challengers qui ont déjà, si on peut le dire, qui ont déjà roulé leur bourse? Ce n'est pas une question de challenger, c'est une question de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur vous, lorsque la main de Dieu est sur vous, je vous dis la vérité, est-ce que vous savez que quand David lui-même ne savait pas qu'il pouvait tuer Goliath? David ne savait. En fait, David avait même peur. Vous pensez vraiment que c'est David qui a tué Goliath? Le géant Goliath qui a terrassé pendant des années et des années. Vous pensez que c'est le petit David avec sa petite fronde là qui a tué Goliath? Non. En fait, quand la main de Dieu est sur vous. Mais si on parle de politique, c'est quand la main de... Oui, moi je pense même également que un bon politicien devrait être un bon serviteur de Dieu. Prenez le cas de Joseph. La politique s'accommode-t-elle à la religion? Oui. De quelle manière? Oui, non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends le cas de Joseph. Oui. N'allons pas loin. Pour les inconditionnels de la Bible, ils vont se rendre compte que Joseph était premier ministre en Égypte. Oh, c'était un enfant de Dieu envoyé par Dieu pour aller sauver le peuple. Et vous voyez comment Joseph a, n'est-ce pas, dirigé avec maestria le pays qu'il a dirigé. Donc, je pense que pour être un bon dirigeant, il faut la main de Dieu. C'est aussi bien d'être ambitieux, mais dites-nous, comment comptez-vous redynamiser une nation aussi exterminée comme d'aucuns pensent? Vous-même, vous le dites d'ailleurs, mais lorsqu'on voit également l'une des promotions du centre dont vous êtes le promoteur faire une sortie en dents de scie, comment comptez-vous redynamiser le Cameroun si vous n'avez pas déjà pu contenir votre centre de formation? Non, vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les aînés. Voilà ma 18e année dans le métier. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que on ne devrait pas manquer. Vous allez vous rendre compte que je travaille en collaboration avec des aînés. Mais personne ne vous dira que Cyril Chatelain et Ololaire a manqué de respect. Donc, quand vous arrivez au centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel et que vous voulez manquer de respect à votre aîné social, à votre aîné académique, à votre aîné professionnel, je pense que je vais vous laisser faire. Mais vous êtes aussi un homme de foi et ces apprenants-là, vos étudiants-là, estiment vous avoir abordé pour vous demander, pour vous présenter leur part d'excuses, peut-être du tort qu'ils vous avaient commis, mais jusqu'ici... Je n'ai pas reçu d'excuses. Je n'ai pas reçu d'excuses d'un étudiant.
Bref, c'est des sujets que je n'aimerais pas aborder parce que je repars sur de nouvelles vagues. Avec la nouvelle cuvée qui est là actuellement, je me concentre essentiellement nous vous souhaitons d'ailleurs bon vent avec la nouvelle cuvée qui est en cours dans votre centre. Avant de nous séparer, Cyril Châtelain, je l'ai dit dès l'entame, depuis le début de ce programme, vous êtes journaliste de formation par vocation. De profession et par vocation. Alors, avant de nous séparer, il est dit dans les coulisses que la prochaine et grande chaîne de télévision en nègre au Cameroun, c'est Château TV. Tout à fait. Et dont vous êtes le promoteur. Vous êtes bien informé. Je compte la lancer à la fin du mois de mars. Fin du mois de mars, début avril 2021, par la grâce de Dieu. Mais où trouvez-vous des fonds pour produire de telles œuvres quand on sait l'immense budget de créer une chaîne de télévision? Vous savez, je travaille depuis pas mal de temps déjà et je peux quand même dire que j'ai certaines petites économies. C'est un vieux projet en fait. C'est un vieux projet où on m'a demandé une trentaine de millions de francs CFA pour lancer, juste pour lancer et la mettre sur satellite. Donc c'est un vieux projet et avec certains partenaires qui ont épousé la vision et qui croient en moi, je pense que d'ici la fin du mois de mars, début avril, nous allons mettre sur pied ce projet de télévision Château TV. Mais il est également dit dans les coulisses que vous pillez la fortune du révérend pasteur John Odo Kamdem, lui parti en exil à l'étranger. Ces aspirations-là sont des illusoires, sont des illusions. Quelle fortune? On imagine qu'il était le fondateur, votre cofondateur au niveau de Dunamis FM, la radio Dunamis FM. Et on vous a dit que je pille à hauteur de combien par jour, par mois, par an? Statistiquement. Écoutez, la radio ne donne pas l'argent. J'ai même eu envie de fermer cette histoire. Il n'y a pas d'argent. Sauf si vous me dites qu'ici, vous glanez des millions par mois. Mais il a dit aussi que si, selon les mêmes sources, il a dit que vous êtes autocratique. C'est peut-être par ce moyen-là, par ce canal-là, que vous trouvez, que vous pensez, que vous estimez que la radio ne donne pas... La radio ne donne pas l'argent. Je vous le dis, je suis désolé de le dire. Et j'ai l'habitude de le dire quand on le fait par passion. On fait la radio par passion, par amour, par abnégation. Mais dire que vous allez glaner beaucoup d'argent dans la radio, je ne sais pas si par mois, Dunamis FM me rapporte 200 000 francs. Je ne sais pas. Je suis sur les antennes, je parle sur les antennes. Les gens m'écoutent. Je ne sais pas si au bout, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 janvier, je ne sais pas si je peux totaliser 200 000 francs par mois. Avec cette chaîne de télévision en gestation, vous comptez bousculer l'impitoyable univers médiatique des temps modernes? En fait, ce sera une chaîne école, une télévision école. C'est essentiellement pour le CEFRAMA. Ah, d'accord. Ça, il faut le dire. Ce serait essentiellement pour le CEFRAMA. Certainement, il y aura l'information, mais nous allons davantage interpeller les uns et les autres à se former. C'est ici que prend donc fin votre programme de l'interview hebdomadaire de ce soir avec le journaliste enseignant, homme de foi, homme politique, chef de chaîne de la radio Dunamis FM 98.0, la locomotive de la bande FM. Cyril Châtelain Ewolo, un dernier mot. À quel sujet? Parce qu'il y a tellement à dire. Un dernier mot de sortie pour sortir. Bon, disons que le dernier mot, c'est que je prie Dieu pour qu'il m'accorde davantage de force. Vous savez, quand vous êtes leader, on dira toujours un certain nombre de choses sur vous. Et vous allez vous rendre compte que si je rencontre le responsable de cette chaîne de télévision, vous allez vous rendre compte que l'argent avec lequel il vous paye ne sort forcément pas de HTV. Il prend les ressources ailleurs pour vous payer. Les médias au Cameroun n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Allez dans toutes les chaînes de radio que je ne veux pas citer ici. Il n'y a pas d'argent dans cette affaire. J'ai passé 7 ans de ma vie à Radio Bonne Nouvelle sans salaire. J'ai dit bien sans salaire. Mais cela ne m'a pas découragé. Je n'ai jamais dit que mon chef de chaîne détournait de l'argent. Il n'y a pas d'argent dans cette affaire. C'est noté, Cyril Châtelain Ewolo. Vous vous en voudrez si nous avons omis l'une de vos casquettes. Vous en avez plusieurs. On ne prendra pas le temps de les énumérer jusqu'ici, puisque vous êtes homme de foi, vous êtes journaliste, vous êtes président du CIJAC pour la région du centre, vous êtes enseignant également. Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec déférence et redevance que nous saluons encore votre inconditionnelle fidélité renouvelée ce soir. L'invité de H, Stop et Fin, à un autre rendez-vous. Bonsoir.